Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Marie Yedot, avec qui nous allons parler de notre cerveau et de comment mieux s'en servir. Le professeur Pierre-Marie Yedot, ancien élève de Normale Supérieure, dirige depuis 2001 le laboratoire de recherche Perception et Mémoire et depuis 2014 le département de neurosciences, tous deux situés à l'Institut Pasteur. Depuis 2004, il dirige également le laboratoire de recherche Gènes et Conscience du CNRS. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Rémi. Pierre-Marie, pour te présenter, est-ce que tu peux nous parler succinctement de tes activités à l'Institut Pasteur, Eh bien, succinctement, je dirais que nous sommes censés répondre aux enjeux sociétaux. Depuis la figure tutélaire de Louis Pasteur, notre activité de recherche est censée répondre aux demandes de santé publique et de répondre donc aux plus grands défis auxquels nous sommes plongés à l'instant où je vous parle. Ça veut dire que finalement, si Louis Pasteur était parmi nous aujourd'hui, inutile de dire qu'il s'intéresserait à la rage ni à la peste. Probablement, il serait sur le Covid, mais il serait également sur un domaine que malheureusement nous sommes tous plus ou moins concernés par nos proches, par nous-mêmes parfois, c'est-à-dire les troubles de la santé mentale. Une personne sur trois a connu connaîtra ou connaît un épisode sévère d'atteinte à sa santé mentale. Et alors, donc, toi, ta spécialité, c'est le cerveau. Où on en est concrètement aujourd'hui de la compréhension du cerveau et de son fonctionnement ? Alors, je dois dire que c'est probablement l'objet d'étude le plus curieux, disons, à aborder, puisque n'oublions pas que ce qui nous fait être un humain, ce ne sont pas nos gènes, ce ne sont pas notre sang ou nos muscles. On n'a rien de différent par rapport à d'autres animaux, mais c'est notre cerveau. Donc, d'ores et déjà, on voit qu'il y a une dimension unique du cerveau humain que ne retrouve pas dans d'autres types de cerveaux. Et puis, dans le cerveau, c'est l'organe qu'on peut attaquer par la physique, par la chimie, par la biologie nous expliquant l'histoire évolutive de cet organe, que ça soit par le comportement également. Mais on a donc une dimension très biologique, ancrée dans la matière, les circuits cérébraux. Et puis, il y a une dimension qui est immatérielle, de l'âme, de la psyché, de l'esprit, hein, selon tous les termes qu'on voudra utiliser, qu'ils soient d'ordre profane ou sacré. Et donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que on a cette dualité entre une dimension immatérielle et matérielle, et réduire cette dimension immatérielle à des défauts de fonctionnement de nos gènes, de nos circuits, c'est un tour de force qui aujourd'hui, je dirais, on n'est pas prêt d'arriver à relier cette dimension matérielle dans l'immatériel. Donc c'est disons l'obstacle sur lequel de nombreux scientifiques butent pour l'instant. Voilà, pour faire court, je dirais que c'est finalement prendre le domaine des neurosciences et aussi comprendre qu'il peut y avoir des vertus à l'échec. Et alors, si on devait commencer par casser une idée reçue sur le cerveau, on en a tous énormément. Si tu devais en casser une, ça serait laquelle ? Je dirais d'abord, premièrement, pourquoi y a-t-il à démonter des mythes ? Eh bien, simplement parce que c'est quand même le corpus de science qui s'accélère le plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les années 70, il y a eu une force qu'on pourrait qualifier de centripète convergeant vers le cerveau, mais venant de tous les domaines, que ce soit le computationnel, donc l'intelligence artificielle, comprendre le cerveau au travers de modèles mathématiques, comprendre le cerveau au travers de la médecine, comprendre le cerveau au travers de la biologie, de la physique, de la chimie. Donc on a mis tous ces savoirs autour d'une table et bien évidemment la conséquence intéressante, c'est qu'on a accéléré l'acquisition des connaissances. Donc c'est très intéressant parce que cette accélération de la vitesse de la connaissance en matière de fonctionnement du cerveau a rendu caduque des croyances que l'on avait sur le fonctionnement de notre cerveau sans en avoir la preuve. Et donc, il y a eu tout un courant idéologique des années 60 à 70 qui ont porté une vision du fonctionnement du cerveau qu'aujourd'hui, il est évident que tous nos auditeurs devraient se débarrasser. C'est-à-dire que cette science s'accélérant, elle a rendu caduque
certaines règles de fonctionnement qui étaient purement idéologiques. Et en revanche, ce qu'il faudrait savoir et partager, eh bien, peu d'entre nous le savent. Oui, on pourrait rappeler quelques dogmes qui sont tombés. L'idée que il existerait des phases critiques durant lesquelles il faut se précipiter et apprendre, parce qu'au-delà de ces phases critiques, le cerveau devient réfractaire à l'apprentissage. Hein. Bon, c'est tellement vrai que même aujourd'hui, les rythmes scolaires sont calés sur cette idée qui est en fait un courant de pensée qu'on appelle le constructivisme. Vous mettez un enfant à 6 ans en septembre en CP à l'école et vous voulez le récupérer en décembre, il faut qu'il sache lire et écrire. Et s'il le fait pas, cet enfant est déjà dans un sentiment d'échec scolaire. Vous vous rendez compte cette idée qui est très forte de cette course effrénée contre la montre, parce que le cerveau va s'ouvrir vers un monde extérieur, va vouloir comprendre et puis se refermer après. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que si il y a une dimension qui est très importante d'entretenir, c'est le désir. Eh bien, ce cerveau en permanence, eh bien, se transforme. Voilà. Donc, l'idée qu'il y ait des fenêtres d'opportunité, dites fenêtres ou périodes critiques, c'est complètement faux. Tout le monde fait cette expérience. Je suis sûr, Rémi, tu l'as fait comme moi. Qu'on sait écrire aujourd'hui une lettre bien mieux qu'on le faisait il y a 5 ans. Et encore, on sera encore meilleur dans 5 ans. Donc, il y a des processus mentaux qui sont toujours en phase d'enrichissement, en phase d'acquisition de nouveaux talents. Et je ne dis pas qu'on va apprendre à jouer du violoncelle à 80 ans, comme on pourrait le faire à 6 ans. Donc, il y a des fonctions qui sont relativement difficiles d'acquérir à un certain âge. Et puis, il y en a d'autres où l'on continue à enrichir son vocabulaire, sa façon de s'exprimer, de transmettre de l'information. Et c'est tout ce que j'appelle le cerveau social qui, lui, est en perpétuel émerveillement et reconfiguration. Alors, bon, ça, c'est déjà une bonne nouvelle, hein. On peut tous se rassurer, on apprend à tout âge, ça s'arrête pas à un moment. Par contre, c'est vrai que quand tu dis apprendre le violoncelle, on s'imagine pas commencer le violoncelle plus tard. Et là aussi, il y a une idée reçue. Alors, peut-être que tu vas me dire que là, c'est une vérité. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, c'est que certaines disciplines sont plus faciles à apprendre quand on est jeune. C'est lié à quoi, ça? Oui, tout à fait. Ben, c'est tout simplement lié d'abord au fait que notre cerveau peut avoir des pensées très rapides, et puis ensuite il y a l'exécution de la pensée en action, puisque rappelons à tous nos auditeurs que la seule raison d'être du cerveau, il y en a qu'une, c'est l'action. C'est prendre de l'information, traiter cette information et agir. Donc agir. Donc là, dans la dernière étape, l'action, là, il y a l'empreinte du temps sur nos tendons, sur les muscles, sur la peau, sur les os, qui fait que, voilà, si on va demander à faire des gestes Pas très... sur le cerveau en lui-même. Voilà, c'est pas sur le cerveau en lui-même, mais c'est l'exécution de toute une planification du geste et tout ça qui va être le facteur limitant en l'occurrence. Alors, on est tous équipés de cette superbe machine, hein, qu'est le cerveau incroyable. Allez, tu peux nous donner 2-3 tuyaux pour en tirer le meilleur possible. Bah, et oui, mais je crois que ça va paraître du bon sens. Premièrement, on se rend compte que ce cerveau se nourrit du changement. Les seules forces dans la nature qui ont poussé à créer un cerveau, c'est-à-dire à ce qu'un organe que d'autres animaux ont comme nous, mais qu'il devienne le propre de l'humain, c'est parce qu'il a été confronté à l'adversité, aux problèmes qui n'ont pas été choisis mais qui ont été vécus et aux solutions qu'il fallait apporter rapidement. Quand les dinosaures ont vu arriver sur la planète des météorites et que ces météorites ont couvert la planète de cendres, eh bien ces dinosaures qui n'avaient pas encore un organe suffisant suffisamment développé pour réagir à cet incident qui est arrivé, c'est-à-dire plus de soleil, ça veut dire plus de photosynthèse, ça veut dire que les feuilles tombent des arbres, ça veut dire que tous les herbivores sont condamnés à disparaître. Et si j'ai pas une solution rapide, ben je disparais. Donc les petits rongeurs qui commençaient sur la planète Terre à développer une activité mentale un peu plus élaborée qu'un herbivore, eh bien se sont trouvés dotés justement de cet organe qui s'est à chaque fois nourri lorsqu'il y avait des événements disruptifs. Et donc ce sont tous ces incidents qui, dans notre passé, ont poussé cet organe à émerger
et finalement comme une boîte à outils à apporter des solutions rapides à des problèmes. Jusqu'à présent, la nature n'avait qu'une parade, qu'un vaccin en quelque sorte face au changement, c'est ce qu'on appelle le darwinisme, la sélection génétique. Mais bon, ça prend du temps pour toute une génération s'adapte. Vous allez en sacrifier des individus. Il y a une autre façon de s'arranger, c'est de sortir de la boîte crânienne, la boîte à idées, des idées qui vont faire que on va pouvoir. Je suis un mammifère, je cours pour échapper à un prédateur, je tombe dans une rivière et mes deux mains qui me servent à courir me servent maintenant à nager. Voilà, c'est ça le propre du cerveau humain, c'est d'inventer des nouvelles fonctions en permanence. Et alors, tiens, là, on est en train de vivre, on est en octobre 2020 quand on enregistre, on est en train de vivre une situation totalement inédite. Alors, pour nos cerveaux, elle est totalement inédite. Quelle incidence ça va avoir selon toi, ça? Ou qu'est-ce que ça a déjà comme incidence pour nos cerveaux? Alors, il y a eu des effets absolument délétères du confinement et la seconde épidémie que l'on redoutait lorsqu'on travaille sur le cerveau avec les cliniciens qui traitent toutes les troubles de l'humeur. Eh bien, cette deuxième épidémie dont on redoutait et qui est malheureusement est arrivée, ce n'était pas de nouveau le Covid, le coronavirus qui revient, mais ce sont des affections, des troubles de la santé mentale et des troubles de l'humeur. Je parle essentiellement d'anxiété, dépression, burn-out et stress chronique. Eh bien là, on a vu que les effets délétères de l'isolement, du fait de ne plus avoir de lien à l'autre qui soit un lien réel, solide. Alors évidemment que le Zoom et les Teams et autres vidéoconférences sont des merveilleux outils, mais ils ne remplaceront jamais la rencontre en présentiel. On sait qu'il y a une partie de notre cerveau qu'on pourrait qualifier de cerveau social. C'est le cerveau qui s'active lorsqu'on est en interaction comme on le fait par la voix, par la vue, avec l'autre. Mais rien ne remplacera le présentiel. C'est-à-dire que quelqu'un devant. Et ça, on l'explique d'un point de Oui, vue, oui, c'est. pardon, on l'explique d'un point de vue physiologique, Ah oui, ça? tout à fait, tout à fait. Il faut qu'il y ait une relation de proximité géographique. C'est-à-dire que si je suis face à Ok. quelqu'un, je partage un dîner par exemple, et que cette personne prend son verre pour le porter à la bouche et boire, eh bien je suis en face, je serai incité à prendre le verre. D'ailleurs, faites cette expérience, vous verrez que ça marche toujours. D'accord. Et ça marche pas derrière un écran? Et ça ne marchera pas derrière un écran. Je ne déclencherai pas la soif si je suis à distance, telle que je pourrais la faire en ayant une personne face à moi. La même chose pour le bâillement. Vous avez quelqu'un en face de vous avec qui vous parlez, qui va bâiller 2, 3 fois, 4 fois. La 5e fois, c'est vous qui bâillez. C'est-à-dire que dans cette proximité géographique, le cerveau du je se confond avec le cerveau du tu. Et le je et le tu fusionnent en une espèce d'entité nouvelle qui est le nous. En gros, notre cerveau est en permanence en train de palper le corps de l'autre, de prendre ses émotions, de le sonder, de savoir quelles sont ses intentions, quelle est sa force, son objectif, qu'est-ce qu'il vit en soi. Et donc, nous sommes toujours dans l'interrogation de l'autre. Et c'est évidemment que cette interrogation, elle est beaucoup plus efficace dès lors qu'on est en présentiel. Donc là, tu nous as parlé du lien social et moi, ma question, elle portait aussi sur, collectivement, on a dû s'adapter très vite à une situation inédite. Est-ce que ça nous a fait tisser est-ce qu'on est sur une échelle de temps qui permet au cerveau de se reconfigurer, de continuer à se paramétrer comme tu l'expliques, de tisser des nouvelles connexions pour que la fois suivante, quand il arrivera quelque chose comme ça, on ait une réaction qui soit différente? Alors après qu'elle soit, peut-être, je sais pas, plus rapide ou est-ce que ça nous amène des idées, complémentaires ou? Oui, alors moi je crois que ce qui est important à noter, certes, donc comme je disais, cet épisode du Covid, la première épidémie a eu des effets délétères sur le lien social. Mmh. Difficile de mobiliser les troupes quand on travaille en télétravail, c'est évident, tous les managers l'ont constaté. La deuxième étape sur laquelle déjà nous sommes en train de surfer, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'on va avoir des sociétés résilientes, celles qui, après avoir connu les affres de la souffrance et d'un arrêt de travail, eh bien, on va remonter les manches et finalement, ce qui aura été un problème devient un objectif finalement, et donc ça redevient un moteur à désir, c'est-à-dire que
oui, je sais d'où je viens et du coup, j'ai un désir devant moi qui est beaucoup plus fort. Et puis d'autres sociétés qui vont se déliter parce que le désir ne réapparaîtra pas et que l'on n'est pas dans le plaisir. Donc, quand on diminue la dimension de désir et de plaisir dans l'activité au quotidien, dans nos actions, notre moteur de l'action, la motivation, c'est quand même avoir du plaisir et satisfaire un désir plus ou moins lointain, eh bien, il y aura des sociétés qui ne vont pas trouver de résilience. Dit autrement, la seule façon de s'en sortir, c'est de se partager des objectifs communs. Le désir est d'autant plus efficace qu'il correspond à un désir collectif. Ça, je Et, pense que on le voit arriver avec toute cette tendance d'écologie, ouais. de partager des voitures, des trottinettes sur les trottoirs, etc. Eh bien, ce que devrait faire cette expérience du Covid, c'est de nouveau de retrouver une unité dans un groupe avec ce sentiment évidemment qu'il faut d'appartenance au groupe. Pour quelle raison tu dis qu'il faut savoir d'où on vient pour pouvoir se projeter et retrouver le désir? Est-ce qu'il y a une explication pareille de neurosciences là-dessus ou Alors oui, physiologique? oui. Alors absolument, comme je l'ai dit depuis le début, je le répète, la seule raison d'être du cerveau, c'est d'agir. Mhm. Eh bien, nos actions peuvent être déclenchées sur la base de trois analyses mentales du vécu d'une personne. D'abord parce que je peux me remémorer mon passé. Je ne vais pas répéter les erreurs et au contraire, ce qui a été un succès, je vais chercher à le répéter. Donc, basé sur mon expérience passée et mon vécu, Mhm. je vais pouvoir déclencher des actions possibles. On n'est pas les seuls à pouvoir gouverner nos actions basées sur la mémoire. Ensuite, il y a une autre façon de gérer nos actions, c'est sur la promesse du plaisir le plus intense ou éviter le déplaisir, ce qui est d'un point de vue cérébral la même chose. Hein. Ok. Éviter le déplaisir ou recherche du plaisir. Donc, je vais chercher là où j'ai le plus de plaisir, là où j'ai un gain le plus élevé. Mais aussi, et enfin, je dirais, le propre de l'humain, et c'est une découverte relativement récente, c'est d'avoir compris tous les systèmes qu'on appelle d'un cerveau projectif, un cerveau qui me permet, alors que Rémi, on parle ensemble en 2020, de temps en temps, d'ouvrir une fenêtre et de m'imaginer en 2030 et de voir les conséquences de mes actions en 2030, puis je reviens en 2020 et je vais avoir un comportement modifié à l'aune de ce que j'ai pu me simuler mentalement de ce futur. Ça, c'est le C'est la désir. prophétie réalisatrice un C'est la peu. prophétie réalisatrice, c'est la projection. On parle de cerveau qui fait des calculs d'inférence. Ah, si tu fais ça, ça sera ça. Ah oui, mais si tu fais ça, ça sera mieux, ça sera ça. Voilà. Et donc, les meilleures actions, c'est ces actions qui se nourrissent du passé, du présent et du futur. Voilà. Et que gommer un futur possible et souhaitable, ce que fait notre cerveau dans cette projection-là, c'est condamner les gens à ne plus avoir de désir. Et on en croise. Et ce sont des gens à qui on va donner du Prozac. Parce que quand le cerveau est porteur de désir, il sécrète un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. Et quand la sérotonine fait défaut, eh bien, on vient l'amener artificiellement par ces antidépresseurs. Bon, on arrive malheureusement déjà vers la fin de cet entretien, mais il y avait quand même des questions qui m'intéressaient à te poser sur la question et tu en as parlé tout à l'heure, de l'augmentation artificielle des capacités du cerveau. On en est où en Oui. 2020, science-fiction ou réalité? Alors, rappelons-nous premièrement que nous sommes tous des humains augmentés. Dès lors que, en tant que parent, on dépose un enfant dans un établissement scolaire, qu'est-ce qu'on cherche à faire? À augmenter un potentiel qui n'est pas exprimé. Si nous étions nés sur une île déserte, tout seul, arrivé de la planète Mars dans un œuf, on sort de notre œuf et on vit, on se développe sur cette île, jamais nous ne serions capables de lire, d'écrire et de calculer. Jamais, jamais. Donc, d'ores et déjà, le fait qu'on soit capable de lire, calculer et écrire montre que l'on a piraté le cerveau. Donc, je dirais que le cerveau, par essence même, est un organe qui ne demande que ça, d'être augmenté par la culture. C'est même quand Erasmus nous dit on ne n'est pas humain, on le devient, cette idée de devenir de l'humain,
c'est un cerveau qui va être augmenté par la culture, la transmission sociale, le co-développement, le lien à l'autre. Parce que je vais écouter une conférence TEDx que quelqu'un aura déposée gratuitement pour moi, je la reçois et je transforme mon cerveau. N'oublions jamais que c'est parce que le cerveau il est informable qu'il est déformable. Hein. Et cette déformation, eh bien, c'est ça qu'on appelle monter en compétence. Eh bien, c'est naturel, notre cerveau est fait pour être piraté. Voilà, piraté par la culture, piraté par la société, par toutes les personnes inspirantes que l'on va croiser. Maintenant, il y a toute une activité mercantile. Je crois que c'est ça qu'il faut distinguer entre la dimension équitable et universelle de l'augmentation, c'est-à-dire que tout humain, et je ne sais pas si c'est dans la déclaration des hommes, c'est à vérifier, mais si elle l'est pas, je trouve que ça mériterait d'être inscrit dans la déclaration universelle de l'homme, c'est de dire que tout humain mérite de recevoir de la culture et d'être tiré vers le haut par l'éducation. Maintenant, il y a la possibilité, et c'est tout le champ du transhumanisme, qui est de s'accaparer un corpus de connaissances acquis dans le domaine académique, d'une recherche qui se veut, depuis l'humanisme, universelle et équitable, et cette recherche est déviée pour les happy few, les quelques-uns qui auront les moyens de recevoir un implant d'Elon Musk, un bras bionique qui pourra être actionné parce que avec mes deux bras, je peux pianoter, je peux boire un café, mais j'aimerais aussi avoir un autre bras pour changer la télécommande de chaîne, etc. Donc, c'est ce qui est condamnable. C'est pas l'idée d'une augmentation du cerveau, mais c'est de dérouter tout un corpus de connaissances acquis avec l'argent des impôts de toutes les nations pour développer des projets qui deviennent mercantiles et qui vont créer un club entre soi et puis les autres qui n'adhéreront pas ou qui n'auront pas accès à cette puissance-là deviendront les esclaves. C'est-à-dire que derrière ça, c'est un projet presque démiurge, un projet hégémonique. C'est-à-dire que ceux qui auront cette position de pouvoir éclater leur cerveau avec des puces autour de nous, on le fait tous plus ou moins déjà quand on tient un téléphone, c'est une partie de notre cerveau qu'on tient là. Mais c'est vrai que les moyens pour mettre le cerveau à l'interface de ces puces sont en train d'augmenter. Eh bien, le danger est de créer ce qu'on appelle la spéciation, c'est-à-dire qu'il va y avoir des êtres humains super augmentés et qui vont en prendre une position hégémonique par rapport au reste de la masse qui n'aura pas accès à cette connaissance. Et c'est ça qui est condamnable. Bon, c'est pas ton copain Elon Musk, hein. Pas du tout. Je trouve que il avance dans un champ qui n'est pas du tout éthique, qui n'est pas réglé par l'éthique. Quand je vois que pratiquement sur un an, dans mes travaux de recherche, je passe la moitié de mon temps à soumettre des documents à des comités éthiques et autres, et tant mieux parce que ça nous enrichit, et que je vois qu'on peut sortir n'importe quel projet des fagots. Alors après, il y a aussi peut-être une dimension un peu de bonimenteur et de faire simplement monter les actions par des déclarations. En tout cas, ça marche. Bon, Pierre-Marie, merci pour cet échange. L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Alors, je suis heureux parce que grâce à toi, je sais que s'ils ont écouté cet épisode de podcast, on les a transformés, toi et moi, un petit peu. Ils ont refait des connexions dans leur cerveau. Quels conseils tu pourrais leur donner à ceux qui souhaitent écouter un peu mieux leur instinct? Alors, ça, c'est très important. Je crois que pour faire très très court, n'oublions jamais ces forces obscures de notre cerveau que l'on peut appeler autrement, c'est-à-dire l'intuition. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est une dualité. Soit il est connecté à l'extérieur, au monde qui nous entoure, et pour ça, rien à faire puisque toute la société développe de plus en plus les moyens de communiquer avec l'extérieur. Et puis, il y a une autre attention que nous devrions tous développer, c'est l'attention à soi-même, l'introspection, une attention introspective. L'intuition n'existe que pour les individus capables d'être dans cette écoute de eux-mêmes. Et pour cela, il faut faire des choix. C'est-à-dire que soit je me gave d'informations, et c'est important, je laisse tout ouvert autour de moi, je suis bombardé d'informations, mais à un moment donné, ça c'est ça
le risque, c'est l'infobésité, mais le problème après est l'infodigestion. Que vais-je faire de tout ce que j'ai reçu comme information? Eh bien, pour la digérer, cette information, j'ai besoin de me déconnecter pour me reconnecter à moi-même. Et là, j'ai une petite voix qui travaille dans mon cerveau et qui, 10 minutes plus tard, dans un problème, je vais trouver la solution. Voilà. Donc, la meilleure façon, je dirais, d'avancer dans un monde qui devient de plus en plus complexe, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi n'existe que parce que j'aurai une petite voix d'écoute de moi-même. Voilà. Bon, c'est un beau message. Un grand merci, Pierre-Marie, et à très bientôt. Merci beaucoup à toi, Rémi, et à tous nos auditeurs.